Près de 47% des adultes affirment avoir déjà vécu une relation avec quelqu'un qui refusait clairement de s'engager. C'est presque une personne sur deux. Alors comment reconnaître une personne qui ne veut pas s'engager avant qu'il ne soit trop tard? La psychologie moderne nous apprend que plus de 39% des adultes au style évitant sabotent volontairement leur propre relation, même lorsqu'ils aiment réellement la personne en face d'eux. Imagine, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais leur propre peur de l'attachement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les signes invisibles, les racines psychologiques et les explications philosophiques qui révèlent pourquoi certaines personnes désirent l'amour tout en fuyant dès qu'il devient réel. Et surtout, tu sauras comment réagir face à cette contradiction. Alors écoute bien, si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe. Like la vidéo, partage-la, écris simplement merci en commentaire ou abonne-toi. On dit souvent que l'amour est universel, que chacun cherche un lien profond, mais les chiffres racontent une autre histoire. Selon une étude de l'université de Stanford, près de 47% des adultes interrogés déclarent avoir vécu au moins une relation où l'autre refusait clairement de s'engager. Presque une personne sur deux. C'est énorme. Et cela signifie que toi, en m'écoutant, tu as probablement déjà croisé cette sensation étrange. Tu étais là, investi. Mais en face, quelque chose résistait, comme une ombre qui recule à chaque pas que tu faisais. Ce paradoxe, les penseurs l'ont observé depuis des siècles. Sénèque écrivait déjà que « nous redoutons la dépendance aux autres car elle met notre liberté en péril ». Ce qui est fascinant, c'est que ce constat se retrouve encore dans les travaux modernes. Freud parlait de l'angoisse de la perte comme d'une racine de la peur de l'engagement. Jung allait plus loin, en expliquant que notre inconscient collectif porte des archétypes de fuite, comme si certains d'entre nous étaient programmés à se protéger de la fusion trop intense avec l'autre. Et toi peut-être que tu te demandes, pourquoi certaines personnes, parfois celles qu'on aime le plus, reculent au moment précis où le lien devient sérieux? La réponse n'est pas unique, et c'est pour ça que tu dois l'entendre sous plusieurs angles. D'abord, il y a la biologie. Les neurosciences montrent que l'attachement active les mêmes circuits cérébraux que la dépendance. Dopamine, ocytocine, sérotonine, un cocktail chimique qui peut rendre euphorique, mais aussi terrifier ceux qui n'en ont pas l'habitude. Une étude de l'université de Yale a démontré que les individus ayant connu des relations instables dans l'enfance ont 70% plus de risques de développer une peur de l'engagement adulte. C'est presque mécanique. Leur cerveau associe l'amour non pas à la sécurité mais au danger. Mais il n'y a pas que l'enfance. Marc Aurèle, dans ses pensées, avertissait « ce n'est pas l'objet que nous craignons, mais l'idée que nous en faisons ». Autrement dit, beaucoup de ceux qui fuient l'engagement ne fuient pas la relation elle-même, mais le scénario qu'ils projettent, la perte de liberté, la souffrance inévitable, la déception certaine. Ici, on touche à une vérité universelle. Ce n'est pas l'autre qu'ils rejettent, c'est l'histoire qu'ils croient déjà écrite. Freud appelait cela la compulsion de répétition, rejouer encore et encore le même schéma, même destructeur parce qu'il est familier. Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu rencontres quelqu'un, tout semble parfait, puis sans raison apparente, la personne devient distante, évasive, comme si elle disparaissait sous tes yeux. Ce n'est pas toi qu'elle fuit, c'est son propre passé, ses propres fantômes. Et si on regarde du côté de la psychologie moderne, les chiffres sont glaçants. Un rapport de l'APA, l'American Psychological Association, révèle que 39% des adultes identifiés comme évitants dans leur style d'attachement finissent par saboter volontairement leur relation. Pas inconsciemment, volontairement, comme si à l'approche du bonheur, une voix intérieure leur criait « Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Mais attention, comprendre cela ne signifie pas excuser, car dans l'histoire, il y a toi, ton rôle, ton ressenti. La philosophie stoïcienne nous rappelle une chose essentielle, ce que nous ne contrôlons pas ne doit pas nous consumer. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Alors, quand tu fais face à une personne qui fuit l'attachement, tu dois cesser de penser que c'est toi qui n'es pas assez. La vérité est plus complexe. Souvent, ce sont eux qui n'arrivent pas à se tenir face à ce qu'ils désirent le plus. Ce qui est fascinant, c'est que les neurosciences et la philosophie se rejoignent ici. Le cerveau humain recherche la cohérence. Lorsqu'une personne dit vouloir de l'amour, mais agit à l'inverse,
c'est qu'un conflit intérieur la déchire. Et ce conflit, tu peux le repérer si tu apprends à observer. Les chercheurs de l'Université de Chicago ont montré que le langage corporel trahit en moyenne 65% des intentions avant même que les mots ne soient les prononcés. Le regard qui fuit, les réponses vagues, le silence après une question d'avenir, tout cela parle. Et toi, tu as déjà entendu ces silences, n'est-ce pas? Ce qui est troublant, c'est que parfois, ces personnes ne sont pas conscientes de leur propre fuite. Carl Rogers, figure majeure de la psychologie humaniste, affirmait que l'incohérence entre le moi réel et le moi idéal crée une tension insupportable. Ainsi, celui qui dit « je veux aimer » mais qui fuit en même temps est pris dans cette contradiction intérieure. Toi, tu ressens cette incohérence comme un mur invisible. Tu cherches à comprendre, mais tu n'obtiens que des demi-réponses. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement « comment reconnaître quelqu'un qui ne veut pas s'engager ?» mais plutôt « que révèlent ces comportements sur leur rapport à eux-mêmes et sur le tien à toi-même ?» Si Sénèque, Freud et Jung disent vrai, alors reconnaître ces fuites, c'est déjà commencer à voir au-delà des apparences. Et c'est là que ton regard change. Tu comprends que ce n'est pas un manque d'amour envers toi, mais souvent une bataille intérieure qu'ils n'ont jamais gagnée. Et toi, es-tu prêt à voir cela non plus comme un rejet, mais comme une révélation sur la nature humaine? Tu sais, ce qui fait le plus mal dans une relation, ce n'est pas toujours ce qui est dit, mais ce qui ne l'est pas. Le silence, les esquives, ces regards qui s'éteignent au moment où tu cherches une certitude. Et ce n'est pas qu'une impression. Les chercheurs en communication affirment que plus de 70% de nos intentions passent par le non-verbal. Tu l'as sûrement déjà vécu. Un mot rassurant prononcé avec un sourire crispé, une promesse d'avenir accompagnée d'un corps qui se recule. C'est là que la vérité se cache. Carl Jung écrivait que l'inconscient parle à travers des symboles. Dans une relation, ces symboles sont souvent les micro-gestes, les attitudes involontaires, qui révèlent ce que la bouche n'ose pas dire. Freud, lui, allait plus loin en parlant des actes manqués, ces oublis répétés, ces retards chroniques, ces messages laissés sans réponse qui, selon lui, ne sont pas des accidents, mais des révélateurs de ce que le cœur redoute. Toi, tu les as vus. Tu as senti ces petits détails qui finissent par former une évidence. Et il y a une tension. Parce que celui qui fuit ne se déclare jamais comme tel. Il ne dira pas « je ne veux pas m'engager ». Non, il dira « pas maintenant, je ne suis pas prêt » ou parfois rien du tout. Ce qui rend la situation encore plus douloureuse. Les neurosciences confirment que le cerveau humain est câblé pour rechercher de la cohérence. Lorsqu'il reçoit des signaux contradictoires, des mots qui promettent mais des gestes qui repoussent, il entre en état de dissonance cognitive. Ce stress, tu l'as peut-être ressenti dans ton ventre, cette impression que quelque chose sonne faux, mais que tu ne peux pas encore prouver. Une étude de l'Université du Kansas a révélé que dans 82% des cas, les personnes qui ne veulent pas s'engager manifestent une baisse progressive de l'investissement émotionnel avant même de l'exprimer verbalement. Cela se traduit par des réponses courtes, un regard absent, une diminution du contact physique. Et si tu y penses bien, tu as déjà ressenti cette distance se glisser insidieusement entre vous, comme un froid qui s'installe sans explication. Marc Aurèle, dans ses pensées, rappelait que l'âme se révèle plus par ses omissions que par ses actions. Quelle vérité puissante dans le domaine amoureux. Celui qui fuit laisse derrière lui un vide plus parlant que 1000 discours. Tu cherches une confirmation. Tu poses des questions simples. Où allons-nous? Que veux-tu vraiment? Et tu obtiens des silences, des détours, parfois même une colère disproportionnée. Tout cela n'est pas un hasard. C'est la peur qui parle à travers eux. Il y a aussi la fuite subtile par l'humour. Sénèque écrivait que beaucoup d'hommes rient de ce qu'ils craignent. Alors certains plaisantent sur le mariage, ironisent sur l'avenir, et tu pourrais croire à une simple blague. Mais derrière cette légèreté se cache une véritable stratégie de défense. Tourner en dérision ce qu'ils redoutent pour ne jamais avoir à l'affronter. Et puis, il y a le langage numérique. À l'ère des messages instantanés, l'engagement ou la fuite se lie aussi dans le digital. Une étude de l'Université de Cornell a montré que les personnes évitantes mettent en moyenne 3 fois plus de temps à répondre aux messages intimes que ceux qui ont un style d'attachement sécurisant. Tu as peut-être compté ces minutes, ces heures d'attente, te demandant pourquoi il ou elle ne répondait pas.
Ce n'était pas un oubli, c'était une fuite. Freud disait que rien n'est jamais accidentel dans le comportement humain. Alors quand l'autre oublie tes rendez-vous importants, quand il évite d'évoquer ton prénom devant ses proches, quand il ne partage pas ses projets avec toi, ce n'est pas une maladresse, c'est une résistance. Toi, tu le ressens dans ta chair, parce que chaque omission te blesse, mais ton esprit cherche encore des excuses pour ne pas voir la vérité. La psychologie moderne nous apporte ici une preuve supplémentaire. John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, montrait que les individus au style évitant perçoivent l'intimité comme une menace et non comme un réconfort. Cela explique pourquoi, au moment où tu avances, eux reculent. Ce n'est pas toi qui es trop intense, c'est eux qui voient dans ta sincérité un miroir insupportable de leur propre fragilité. Et il y a ce paradoxe cruel. Plus tu cherches à t'accrocher, plus ils trouvent des moyens de s'échapper. C'est comme courir après une ombre. Tu avances, elle recule. Tu tends la main, elle glisse entre tes doigts. Alors tu te demandes, est-ce que je me trompe? Est-ce que je projette trop? Non. Tu ressens simplement ce que la science, la philosophie et l'expérience humaine confirment depuis toujours. Les signes de fuite ne sont pas visibles dans les grands gestes, mais dans les détails minuscules. Tu vois, ce qui paraît insignifiant, un retard, un silence, une promesse vague, devient une fois accumulé, une vérité impossible à nier. La fuite se construit par fragments. Et toi, si tu apprends à écouter ces silences, à voir ces gestes, tu découvriras que la réponse est déjà là, bien avant que l'autre ne trouve le courage de te la donner. Il y a une vérité troublante que la philosophie et la psychologie n'ont cessé de répéter. L'être humain veut être aimé, mais redoute profondément les chaînes invisibles que cet amour pourrait lui imposer. Tu le vois autour de toi, peut-être même en toi. Cette contradiction, ce tiraillement entre le besoin de proximité et la peur de l'enfermement, c'est ce que les psychologues appellent le paradoxe du désir. Freud observait déjà ce conflit. Le désir naît du manque, mais dès qu'il est satisfait, il se transforme en angoisse. Jung, lui, expliquait que l'archétype de l'amant est toujours accompagné de son ombre, l'archétype du fugitif, celui qui désire l'union mais tremble devant la perte de son identité. Et si tu réfléchis, tu as sans doute déjà vu ce mécanisme dans tes propres relations. Un élan passionné au début, suivi d'un retrait inexpliqué, comme si l'intensité même de la connexion déclenchait une alarme intérieure. Les neurosciences confirment cette dualité. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont montré que lorsqu'une personne se sent trop dépendante émotionnellement, son cerveau active les mêmes zones que celles liées à la douleur physique. L'amour, censé apaiser, peut donc être vécu comme une menace pour certains. Cela explique pourquoi, paradoxalement, plus l'attachement grandit, plus ils ressentent un besoin viscéral de prendre de la distance. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle que la liberté est le bien le plus précieux de l'homme. Mais il ajoute aussi que ce qui nous enchaîne n'est pas l'autre, mais nos propres représentations. Celui qui fuit l'engagement croit protéger sa liberté, alors qu'en réalité, il est prisonnier de sa peur. Il vit dans l'illusion que l'amour est synonyme de perte, alors qu'il pourrait être la plus grande des libérations. Ce paradoxe n'est pas une théorie abstraite. Les chiffres sont parlants. Une enquête internationale menée en 2020 a révélé que 36% des adultes célibataires affirmaient vouloir être aimés intensément. Mais dans le même temps, plus de la moitié d'entre eux déclaraient redouter l'idée d'être attachés à une seule personne. Tu vois le problème? Nous réclamons la chaleur, mais nous tremblons devant l'idée de nous brûler. Carl Rogers, pionnier de la psychologie humaniste, expliquait que ce paradoxe vient du fait que nous recherchons la validation extérieure, tout en refusant d'abandonner notre autonomie. Nous voulons être choisis, mais nous ne voulons pas dépendre. Nous voulons l'intimité, mais seulement si elle ne menace pas notre individualité. Et ce dilemme peut créer chez certains une spirale de comportements contradictoires, s'approcher, puis reculer, séduire, puis disparaître. Tu as sûrement connu ce cycle qui laisse derrière lui un goût amer d'incompréhension. Sénèque, lui, observait déjà cette tension dans les relations romaines. Il écrivait « Nous voulons être aimés mais non possédés. Nous voulons posséder mais non être liés. » Plus de 2000 ans ont passé, et pourtant la phrase pourrait être écrite aujourd'hui dans n'importe quel message privé. Mais pourquoi est-ce si fréquent aujourd'hui? La société moderne joue un rôle immense. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres.
La multiplication des choix crée une illusion d'abondance. Une étude publiée par l'Université de Columbia a montré que plus les individus perçoivent d'options possibles dans leurs relations, moins ils sont enclins à s'engager sérieusement. Le désir se nourrit de la nouveauté, et dans un monde où tout est disponible en un clic, l'idée de se fixer sur une seule personne ressemble à une prison pour beaucoup. Freud aurait parlé d'un conflit pulsionnel. Les stoïciens auraient parlé d'un manque de discipline intérieure. Les neuroscientifiques parlent de surcharge cognitive. Mais au fond, c'est la même réalité. Plus on veut être aimé, plus on redoute ce que cela implique. Et toi, tu ressens cette contradiction parce que tu es face à quelqu'un qui te dit « Je t'aime, mais je ne suis pas prêt ». Tu es face à des gestes qui t'attirent et des paroles qui te repoussent. Tu es face à un cœur qui te réclame, mais un esprit qui dresse des murs. Ce n'est pas ton imagination. C'est le paradoxe du désir incarné. Alors, comment le comprendre? Peut-être en acceptant que ce paradoxe est universel, mais que certains y restent piégés plus que d'autres. Ceux qui ont appris à aimer sans se perdre avancent. Ceux qui n'ont pas trouvé cet équilibre fuient. La question n'est donc pas seulement « pourquoi fuit-il ?», mais aussi « est-ce à toi de courir après quelqu'un qui se bat d'abord contre lui-même ?» Et si tu osais voir ce paradoxe non plus comme une barrière, mais comme un révélateur de ce que tu mérites vraiment. Car la vérité est là. Ce n'est pas à toi de résoudre cette contradiction pour eux. C'est à eux de choisir s'ils veulent rester esclaves de leur peur ou s'ils osent, enfin, aimer s'enfuir. La peur de l'engagement n'est pas née d'hier. Elle prend racine bien avant la première rencontre amoureuse, bien avant la première déception. Elle s'ancre dans l'enfance, dans les liens invisibles que nous avons tissés avec nos parents. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, l'a montré avec une clarté implacable. La manière dont un enfant vit la proximité et la séparation détermine la manière dont l'adulte aimera plus tard. Et les chiffres le prouvent. Selon une étude menée par l'Université du Minnesota sur plus de 30 ans, près de 60% des adultes au style évitant avaient connu dans leur enfance une relation marquée par l'instabilité ou la froideur émotionnelle d'un parent. Autrement dit, la fuite d'aujourd'hui est souvent l'écho des absences d'hier. Freud parlait de la toute première relation comme de la matrice de toutes les autres. Quand un enfant apprend que l'amour peut disparaître du jour au lendemain, il associe l'attachement non pas à la sécurité, mais au danger. Jung, lui, expliquait que les traumatismes de l'enfance s'enfouissent dans l'inconscient et réapparaissent sous forme de comportements répétitifs, comme des fantômes qui n'ont jamais été exorcisés. Alors, quand tu vois une personne incapable de s'engager, rappelle-toi, ce n'est pas seulement ton histoire qui est en jeu, c'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas été rassuré, mais il n'y a pas que l'enfance. La culture moderne joue un rôle immense dans cette fuite. Sénèque écrivait que l'homme moderne est riche en moyens, mais pauvre en désirs stables. Une phrase visionnaire si l'on regarde notre époque. Aujourd'hui, les relations sont prises dans un flux constant. Les applications de rencontres offrent une infinité de choix. Une étude de l'Université de Stanford en 2019 a révélé que 39% des couples américains s'étaient rencontrés en ligne, mais que ces unions étaient en moyenne 2 fois plus susceptibles de se briser dans les 3 premières années par rapport aux rencontres traditionnelles. Pourquoi? Parce que la surabondance d'options nourrit la peur de manquer. On croit toujours qu'il y a mieux ailleurs. Les neurosciences confirment cette tendance. L'excès de choix active dans le cerveau l'insula, une zone associée à l'anxiété et à la paralysie décisionnelle. Tu connais peut-être cette impression. Quand tout est possible, rien n'est vraiment choisi. Celui qui fuit l'engagement dans une relation agit parfois de la même manière qu'un consommateur devant une infinité de produits. Il a peur de s'arrêter, de regretter. Résultat, il reste éternellement dans l'entre-deux. Carl Jung soulignait que la modernité a amplifié le culte du moi, l'individu qui veut s'affirmer sans se perdre dans l'autre. Et cela crée une tension inédite. Nous voulons la chaleur du lien, mais nous voulons aussi l'illusion d'une liberté totale. Marc Aurèle rappelait pourtant que « Nul homme n'est libre s'il est esclave de ses passions. La peur de l'engagement n'est pas une liberté, c'est une servitude à la peur. Et il y a les traumatismes plus profonds. Les trahisons, les séparations violentes, les abandons marquent au fer rouge. Une étude de l'APA a révélé que 43% des adultes ayant vécu un divorce parental avant leurs 10 ans développent à l'âge adulte une difficulté chronique à maintenir une relation engagée.
Toi, peut-être que tu as déjà croisé quelqu'un qui disait « J'ai vu mes parents se détruire, je ne veux pas vivre ça ». Derrière ces mots, il n'y a pas seulement un refus. Il y a une mémoire douloureuse, un héritage invisible qui gouverne encore leur choix. Freud décrivait ce phénomène comme une compulsion de répétition. Ceux qui ont souffert cherchent inconsciemment à revivre des schémas douloureux, comme pour prouver qu'ils avaient raison de s'en méfier. Tu vois la cruauté? Celui qui fuit l'engagement se prive d'amour pour confirmer que l'amour est dangereux. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Mais ce n'est pas seulement une affaire individuelle. La société actuelle glorifie l'indépendance absolue. Les discours de réussite, les modèles de liberté totale, parfois même les séries que tu regardes, nourrissent l'idée que l'attachement est une faiblesse. La philosophie stoïcienne pourtant nous met en garde. Épictète rappelait que ce n'est pas la chaîne visible qui nous emprisonne, mais celle que nous acceptons en nous-mêmes. Autrement dit, la fuite devant l'engagement n'est pas un acte de courage, mais souvent un refus d'affronter ses propres chaînes intérieures. Et toi, dans tout ça? Peut-être que tu es tombé sur quelqu'un qui vit ce dilemme. Tu ressens l'amour, mais tu sens aussi ce mur invisible. Ce n'est pas toi qui es trop exigeant, c'est l'autre qui est enfermé dans une lutte qui dépasse ton histoire. Ce n'est pas une excuse, mais une clé de compréhension. Parce que si tu comprends les racines, tu comprends aussi que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse d'affronter ses fantômes. Alors, la peur de l'engagement, est-ce un choix conscient? Rarement. C'est plutôt le résultat d'une somme de blessures, de croyances, de pression sociale. Et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Mais la reconnaître, c'est déjà lui ôter une part de son pouvoir. Quand tu es face à quelqu'un qui refuse de s'engager, ton premier réflexe est souvent de te demander « Qu'est-ce que je dois faire pour le convaincre ?» Et c'est là que commence la douleur. Parce que tu essaies de forcer une porte qui ne s'ouvrira pas tant que la personne de l'autre côté ne le décidera pas. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Tu peux contrôler ta manière de réagir, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à aimer comme toi tu aimerais qu'il aime. Et comprendre cela, c'est déjà reprendre une partie de ton pouvoir. » La psychologie moderne insiste sur ce point. Carl Rogers expliquait que la relation ne peut grandir que dans l'authenticité. Si l'autre ne s'aligne pas avec ses propres désirs, aucun effort de ta part ne comblera ce vide. Les études le confirment. Selon une enquête menée par l'Université de Denver, 68% des couples où l'un des deux partenaires voulait sauver la relation malgré le refus de l'autre ont fini par se séparer dans les 2 ans. Tu vois, les chiffres ne mentent pas. Tu ne peux pas porter seul une relation sur tes épaules. Alors que faire? Il existe plusieurs réponses, et elles se nourrissent autant de la philosophie que de la psychologie. La première est d'observer, sans jugement, les signes dont nous avons parlé plus tôt. Sénèque rappelait que l'homme sage n'est pas celui qui évite la douleur, mais celui qui sait l'affronter. Si tu vois des comportements d'évitement, des silences, des contradictions, ne cherche pas à les nier. Reconnais-les pour ce qu'ils sont, des indices que l'autre n'est pas prêt. Et plus tu fermes les yeux, plus tu prolonges ton propre aveuglement. La deuxième réponse est de poser des limites claires. Épictète disait « supporte et abstiens-toi ». Supporter ne veut pas dire accepter tout, mais reconnaître ce que tu ne peux pas changer. Abstiens-toi signifie ne pas te laisser aspirer par un cycle destructeur. Si l'autre ne veut pas s'engager, tu dois oser le dire. Voilà ce que je veux, voilà ce que je mérite. Si tu ne peux pas me l'offrir, alors je choisis de partir. Ce n'est pas une menace, c'est une affirmation de ta valeur. Et crois-moi, la psychologie confirme cette approche. Des études sur la dynamique de couple montrent que poser des limites augmente les chances d'obtenir une réponse honnête, même si cette réponse est douloureuse. Troisième réponse, transformer ton regard. Freud disait que nous projetons sur l'autre nos propres manques. Tu crois parfois vouloir sauver l'autre, mais en réalité, tu essaies de guérir une partie de toi-même. Demande-toi, pourquoi est-ce que j'accepte de courir après quelqu'un qui ne veut pas rester? Ce questionnement peut te libérer. Une enquête publiée par l'APA a montré que les personnes qui pratiquent l'introspection après une rupture augmentent de 23% leur résilience émotionnelle. En clair, regarder en toi ne te rend pas plus faible, ça te rend plus fort. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. La philosophie stoïcienne enseigne que l'amour véritable n'est pas une possession, mais une rencontre de 2 libertés. Si l'autre refuse, alors son choix doit être respecté.
Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Au contraire, cela signifie que tu n'as pas à te réduire pour qu'on t'accepte. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que l'autre ne t'accorde pas sa lumière que tu cesses de briller ». La psychologie positive rejoint cette idée. Martin Seligman, l'un de ses fondateurs, explique que le bonheur durable ne vient pas de ce que l'autre nous donne, mais de la capacité à cultiver nos propres ressources internes. Gratitude, autonomie, sens. C'est ce qui fait que tu peux sortir grandi d'une relation avortée. Pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as appris à te recentrer sur toi. Alors, comment réagir face à celui qui ne veut pas s'engager? En reconnaissant la réalité sans la maquiller, en posant des limites sans peur, en te recentrant sur ce que tu contrôles, toi, tes choix, ta valeur. Tu ne peux pas changer son histoire, mais tu peux écrire la tienne. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu choisis de ne pas courir après celui qui fuit, tu changes la dynamique. Tu redeviens maître du récit. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, la paix intérieure obtenue quand on cesse de se débattre contre ce qui échappe à notre volonté. Peut-être que l'autre ne reviendra jamais. Peut-être qu'il comprendra trop tard ce qu'il a perdu. Mais toi, tu auras gagné une force que rien ne pourra t'enlever. La certitude que ton bonheur ne dépend pas de la fuite de quelqu'un d'autre, mais de ton courage à avancer. Chaque blessure que tu as portée dans une relation, chaque fuite que tu as subie, pourrait devenir une cicatrice douloureuse. Mais elle peut aussi devenir une preuve que tu as aimé, que tu as cru, que tu as tenté. Et cela, c'est une force. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu as osé aimer. Même face à quelqu'un qui refusait de s'engager, tu as pris le risque. Et ce courage, il est le début de ta transformation. » La psychologie moderne appelle cela la croissance post-traumatique. Après une épreuve, certains s'effondrent, mais d'autres trouvent un sens nouveau, une clarté plus grande. Selon une étude menée par l'Université de Caroline du Nord, 53% des personnes ayant vécu une rupture douloureuse déclaraient un an plus tard avoir développé une plus grande confiance en elles, une meilleure compréhension de leurs besoins et une capacité accrue à poser des limites. Autrement dit, ce qui te brise aujourd'hui peut être ce qui t'élève demain. Marc Aurèle nous le rappelle dans ses pensées. Le feu éteint l'odeur du bois, mais l'homme de valeur transforme en force ce qui voulait l'écraser. Cette phrase, tu peux la faire tienne. La fuite de l'autre n'est pas ton échec, c'est ton occasion d'apprendre que ta valeur ne dépend pas de sa présence. Parce que ta dignité ne se mesure pas à la constance de ceux qui t'entourent, mais à la solidité avec laquelle tu tiens debout, même quand ils s'en vont. Freud parlait d'un mécanisme de sublimation. Transformer la douleur en création, la perte en énergie nouvelle. Tu peux choisir de rester prisonnier de cette blessure ou tu peux la sublimer. L'histoire de ceux qui t'inspirent est souvent marquée par des refus, des abandons, des trahisons. Jung lui-même disait que là où est la blessure, là est aussi la guérison. Ton cœur fissuré est aussi l'endroit où la lumière peut entrer. Et si tu regardes la société moderne, tu verras que beaucoup tombent dans le piège inverse. Ils se ferment, ils décident de ne plus aimer convaincus que la fuite de l'autre est une preuve que l'amour n'existe pas. Mais la philosophie stoïcienne te propose une autre voie, celle de la résilience active. Ne pas renoncer, mais redéfinir. Ne pas s'endurcir, mais devenir plus clair sur ce que tu veux et ce que tu refuses. Les neurosciences appuient ce constat. Des chercheurs de Harvard ont montré que l'entraînement à la gratitude et à la pleine conscience après une rupture augmentait de 27% la capacité à se réengager sainement dans de futures relations. Cela veut dire que tu peux transformer ton esprit comme un muscle. Tu peux apprendre à ne plus confondre la fuite de l'autre avec ta propre valeur. Tu peux décider de ne plus courir après ce qui s'échappe, mais d'ouvrir les bras à ce qui vient vers toi librement. Épictète t'invite à cette liberté radicale. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Celui qui t'a fui n'a pas détruit ta capacité d'aimer. Il t'a simplement montré ce que tu ne dois plus accepter. Et cela, c'est un cadeau déguisé. Un cadeau dur, certes, mais un cadeau qui peut transformer ton avenir. Tu vois, avancer après une telle épreuve, ce n'est pas oublier, c'est intégrer. C'est regarder en arrière et dire « j'ai traversé ça et je suis encore debout ».
C'est comprendre que ta valeur n'était jamais en question. C'est apprendre à te tenir dans ta propre lumière sans supplier quelqu'un de rester pour te la confirmer. Alors, quand tu penseras à celui ou celle qui a refusé de s'engager, rappelle-toi, tu n'as pas perdu du temps, tu as gagné une leçon. Tu n'as pas perdu ta valeur, tu as découvert que tu pouvais l'affirmer toi-même. Et tu n'as pas perdu la capacité d'aimer, tu as gagné la capacité de choisir mieux. Et peut-être qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu rencontreras quelqu'un qui ne fuira pas, quelqu'un qui verra en toi ce que toi-même tu auras appris à voir, une personne digne d'être aimée, non pas par peur, mais par choix. Ce jour-là, tu comprendras que chaque fuite, chaque douleur, chaque silence t'a préparé à reconnaître enfin ce que tu mérites vraiment.